François Garnier, Angers. Je suis addictologue amateur depuis longtemps. J'avais quelques remarques qui sont en fait des questions que je me pose depuis longtemps. J'ai été très content d'apprendre que l'année dernière, la Société française d'addictologie avait viré sa cutie et était passée de la notion de sevrage à la notion de réduction des risques. Ça m'a quand même fait... En tout cas, la communauté généraliste qui s'occupe de patients addicts, ça a fait quelque chose et je tenais à rendre hommage à cette décision. Néanmoins, dans les exposés, le mot sevrage apparaît en permanence encore et jamais le mot réduction des risques. Donc je vous renvoie ça pour commencer. Ensuite, je me pose deux questions dans ma pratique et que je ne retrouve pas dans les questions que se posent les addictologues. Généralement, en médecine, on traite mieux les maladies quand on en connaît la physiopathologie, ou quand on en connaît, ou en tout cas quand on croit la connaître. Mais je veux dire quand les soignants ont une représentation de d'où ça vient, comment ça se fabrique. Et j'entends jamais parler de ça en matière d'addiction. Donc je suis un tout petit peu étonné. Moi, j'ai du mal à soigner quelqu'un quand je ne peux pas construire avec lui les causes, les raisons, l'histoire qui fait qu'il s'intéresse uniquement à des produits et pas à des personnes. Et le troisième élément que je voulais souligner, c'est que travailler avec des patients toxicomanes, quelle que soit leur toxicomanie, sans construire justement un sens à ce qui leur arrive, et uniquement à partir de techniques comportementales, me paraît un peu gênant. Et on revient sur la question du paternaliste qu'a abordé monsieur, pour terminer. Et à l'image que vous nous avez présentée de ce petit bébé, qui est très parlante et très pédagogique, mais qui est quand même très paternaliste. Je suppose que c'est pour moi, puisque vous avez évoqué effectivement certaines de mes diapositives. Ceci dit, vous avez vu que je n'ai pas utilisé le terme sevrage, et par contre, la réduction des risques était bien présente dans mes diapositives. Alors, évidemment, on avait une présentation de 12 minutes, il était difficile d'aller dans le détail, mais par contre, vous avez raison, aujourd'hui, si on veut bien traiter quelque chose, encore faut-il bien le comprendre, et il est évident que plus l'addiction est complexe, et plus il faut faire le tour de la question et comprendre finalement pourquoi finalement on se met à consommer un produit, pourquoi on en a besoin, dans quelle mesure ce produit s'inscrit dans la dynamique de fonctionnement d'un individu. Et il est évident que plus ça commence tôt, et plus ça veut dire qu'il existe une vulnérabilité importante. Et alors, évidemment, on a évoqué les aspects comportementaux ou cognitivo-comportementaux, mais il est évident qu'il va falloir utiliser, comme ça a été évoqué, l'ensemble des palettes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les psychothérapies, il faut savoir utiliser des différentes approches psychothérapiques qui sont nécessaires pour pouvoir justement donc aborder toute la problématique. Alors qu'elle soit comportementale d'une part, mais qu'elle soit aussi dynamique, mais aussi systémique, car effectivement il faut travailler avec le système. On a évoqué l'entourage, à quel point c'est important, et il est évident qu'on ne consomme jamais par hasard, et il est évident aussi que l'aspect relationnel est un élément majeur dans l'apparition finalement d'une addiction, dans les hypothèses notamment physiopathologiques. On évoque beaucoup le problème de la pathologie de l'attachement. Il est évident que chez nos patients, on retrouve très très souvent de toute manière des problématiques anxieuses, des problématiques de carence affective qui existent de longue date, et une carence qui a du mal à se cicatriser et dont on paye la facture effectivement longtemps après. On le voit y compris chez des personnes d'un certain âge qui développent parfois des addictions de manière tardive, mais on retrouve dans tout leur parcours des modalités comportementales qui se sont exprimées, on va dire, toujours sur les mêmes modalités, sur le même scénario. Et alors, là aussi, il faut être très pragmatique, c'est-à-dire qu'il faut savoir utiliser les différentes approches, à la fois, bien entendu, psychothérapiques, mais pharmacologiques, qui vont traiter et les aspects liés à un type de produit qui est consommé. Il est évident que vous évoquez les patients consommateurs de produits illicites, quand il y a effectivement une addiction aux opiacés. Il est évident que là, pour le coup, ça représente un moyen d'utiliser un traitement de substitution qui va permettre d'aider le patient à stabiliser beaucoup de choses, et on va pouvoir mettre en place, à côté de ça, toutes les autres approches, notamment psychothérapiques, sociale, environnementale, etc., pour aider le patient. L'objectif, dans toutes les démarches en addictologie, c'est donc de comprendre ça. L'objectif étant finalement de permettre à l'individu de retrouver une meilleure autonomie. Et quand je disais acteur de sa santé, c'est ça, d'une meilleure santé, bien entendu. Évidemment, il manquait peut-être quelque chose dans mon titre pour justement comprendre que l'objectif, c'est permettre, réinstaurer effectivement au patient, lui redonner une autonomie qu'il n'a pas été en mesure de mettre en place de manière spontanément. Les patients qu'on consomme très tôt, d'ailleurs ils le décrivent très bien, qui ont testé différents produits, des produits à un moment donné
quand je parlais d'adaptation, en fait, s'il fallait reprendre l'histoire de la coexistence des individus et des produits, c'est une histoire qui date d'il y a 200 millions d'années. Nous venons de la nature et toutes les règles du jeu viennent de la nature. Et aujourd'hui, il y a effectivement une discordance importante entre le mode de fonctionnement d'un individu qui est basé sur un référentiel ancestral qui date de la nuit des temps, alors que le contexte de vie a énormément changé. Ce qui était rare dans la nature aujourd'hui est extrêmement présent grâce, on va dire, à l'imagination un peu trop débordante parfois de l'homme, et tous les produits finalement avec lesquels on a coexisté et qui aujourd'hui sont problématiques, l'alcool, mais c'est vrai avec le sucre, c'est vrai avec le tabac, c'est vrai avec tous les autres produits illicites, on a toujours existé avec ces produits, mais aujourd'hui ils sont en grande quantité, et lorsque finalement donc, le patient va les utiliser, c'est plus pour les raisons en termes d'avantages il y a très très longtemps, à un moment donné ça va être notamment pour agir sur des éléments psychologiques ou d'adaptation et d'auto-soin, donc une capacité d'auto-soin. Et c'est là effectivement qu'il faut comprendre donc, dans quoi s'inscrivent ces addictions pour pouvoir donc les traiter de manière pertinente pour éviter la rechute. Une autre réaction? Bonsoir. Henri Partouche, département de médecine générale. J'ai été rédacteur avec Sherazade et pour le conseil scientifique du CNGE, du communiqué de presse du CNGE. Et on a bien insisté sur cet aspect très pragmatique de l'impact majeur de l'arrêt du tabac en termes de réduction de mortalité. Et c'est bien une addiction qui n'est pas comme les autres, puisque c'est une intervention en santé qui est une des plus efficaces. Voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est que en termes de quantité d'effets des interventions, j'ai noté que la cigarette électronique placebo, c'était 7% d'arrêt à 6 mois. Dans les méta-analyses sur les aides cognitivo-comportementales plus les substituts nicotiniques, on arrive à 15%. Et alors ma question va à Tabac Info Service, j'ai une présentation à 22%. Voilà, je voulais avoir un éclaircissement. Il y a 22% ou 20% des personnes qui ont appelé, qui ont arrêté. Alors je voulais avoir un éclaircissement parce que ça semble énorme par rapport aux données de la littérature. Alors, ça semble énorme. En fait, ce à quoi il faut être particulièrement vigilant, ce sont les données qui sont comparées. Pour certaines études, les données de sevrage sont regardées à 1 mois. Pour certaines études, elles sont regardées à 3 mois. Nous-mêmes, quand on a évalué la première version de notre e-coaching, on a publié des résultats d'efficacité à 3 mois. Sur Tabac Info Service, le 3989, on a regardé les bénéficiaires du service qui ont accepté d'être rappelés 6 mois après leur première mise en relation avec un tabacologue et qui étaient non-fumeurs, donc à 6 mois, mais qui avaient été non-fumeurs pendant plus de 7 jours. C'est un des critères d'efficacité qui est utilisé sur les quit-lines au niveau international. En revanche, pour les essais contrôlés randomisés qui sont réalisés notamment pour les TSN ou même dans la méta-analyse Eagles dont l'un d'entre vous parlait tout à l'heure sur la varénicline, on est sur du sevrage à 1 mois ou à 3 mois. Donc, vous savez, il faut souvent faire attention dans ces comparaisons de données. Quand on regarde les données d'efficacité d'un essai contrôlé randomisé, on regarde l'efficacité dans les conditions de l'étude. Vous le savez, ça change tout. Sur l'évaluation de Tabac Info Service, on n'est pas du tout dans les conditions d'une étude. On est en vie réelle. Donc, voilà, tout ça, ça contribue à faire qu'il peut y avoir des deltas importants dans les résultats de cette efficacité. Je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est les outils dont l'efficacité est démontrée et les grands ordres de grandeur. Je crois que c'est plus ça qui est important plutôt que le fait d'arriver à 7, 15, 22, 27, 37, etc. Je crois que ces comparaisons sont parfois difficiles à réaliser. Merci. Bonjour, Christophe Bercout, Lille. Alors d'abord, je voulais remercier Sherazade parce qu'elle nous a donné l'étude de Christopher Bullen parue en 2013 dans le Lancet, mais en précisant bien que cette étude de Christopher Bullen était blindée de biais et très peu
Bon, c'est étonnant que le Lancet l'ait publié, probablement parce que c'était la première. Je rebondirai sur l'étude qui a été citée par Philippe Jory, qui est l'étude sur la citizine qui est parue dans le New England Journal en 2014 par Nathalie Walker, de l'équipe de Christopher Bullen, donc aussi en Nouvelle-Zélande, même équipe, et encore plus blindée de biais, parce que celle-là, elle est vraiment à mettre... On se demande pourquoi New England l'a publiée, parce qu'elle est vraiment très, 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 très mauvaise, et il ne faut absolument pas s'appuyer sur cette étude-là pour soutenir la citizine, parce que c'est une infection. Il faut que tu précises. Alors, je peux préciser, la citizine a été proposée par une sorte de tabac infoservice néo-zélandais. Les personnes qui acceptaient de participer, qui avaient signé, on leur envoyait soit un petit paquet avec de la citizine, soit un voucher, donc un bon, pour aller dans la pharmacie locale chercher des patchs. Et c'était uniquement évalué par téléphone et sur du déclaratif. Donc les biais sont gigantesques. Il n'y a jamais eu de rencontre physique avec les personnes. Ça répond à la question des précisions. Sinon, dans l'ensemble des discours, et je remercie beaucoup Raymond Merle pour son intervention, surtout au début, on a vu une opposition systématique et parfois chez les mêmes interlocuteurs entre des arguments très français, très cartésiens ou spinozistes, en bref, très rationalistes d'un côté, qui s'opposent et qui... Et effectivement, Raymond Merle a dit qu'entre soumission du patient et accompagnement du patient, il y avait un non-sens, parce qu'effectivement, dans un sens, on est rationaliste, et dans l'autre sens, on est effectivement empiriste ou utilitariste. Et quand il dit qu'aux États-Unis, en Virginie et en Angleterre juste avant, déjà là, l'avis du patient était au centre de la décision du médecin, c'était sous l'influence de philosophes qui ne sont pas connus en France, qui ne sont ni Descartes, ni Spinoza, ni Kant, mais qui sont plutôt John Locke ou Jeremy Bentham, qui sont des utilitaristes et qui, d'emblée, ont dit l'homme n'est pas inné, il n'y a rien d'écrit dans la matrice de l'homme. Autrement dit, il n'y a rien dans la nature, il n'y a rien de la nature qui conditionne les comportements humains. À la naissance, l'homme est une feuille blanche. Et ce sont les expériences et l'ensemble des expériences que va vivre l'homme qui vont le conditionner dans ses comportements. Autrement dit, pour l'arrêt du tabac, ce qui compte, ce n'est pas les connaissances du médecin, mais plutôt les expériences du patient. Et l'accompagnement du patient, c'est donc un accompagnement dans les expériences. Et la connaissance du médecin n'est qu'en arrière-plan. Ce qui est important, c'est de faire connaître des nouvelles expériences aux patients dans l'utilitarisme qui prédomine le discours du DSM-5, entre autres. C'est évident que ce n'est pas une feuille blanche, hein. L'humain à la naissance, il y a quand même des éléments, on va dire, qui définissent des éléments de personnalité, hein, qui sont d'ordre génétique. On récupère un certain nombre de choses dans notre héritage. L'héritage d'abord de la génétique, mais aussi de l'épigénétique. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se transmettent à travers effectivement des mécanismes d'épigénétique et sur plusieurs générations d'ailleurs. Et donc ça, effectivement, ça va déterminer la suite du parcours du patient. Et l'objectif, c'est de prendre en compte tous ces éléments de vulnérabilité justement pour aider le patient au mieux. Et c'est là que vous avez raison. Au-delà de l'aspect cartésien, il faut être aussi très pragmatique. Et l'approche d'éducation thérapeutique, c'est pas une approche face à face, mais une approche côte à côte. On essaie de comprendre effectivement quelle est la problématique et quels objectifs on va définir avec le patient, car ce sont bien les objectifs thérapeutiques du patient qu'on va aider justement donc à accomplir. Et c'est là effectivement qu'on l'accompagne dans le processus. Et pour vous dire, on a évoqué par exemple le problème de la cigarette électronique et du troisième homme, mais l'expérience des patients est majeure. Je pense qu'en addictologie, il faut être très humble parce qu'on ne connaît pas tout et effectivement, le patient nous apporte énormément. On a vu l'expérience du baclofène, la cigarette électronique, je l'implémente dans ma prise en charge, évidemment, car effectivement, il faut savoir utiliser toutes les stratégies qui permettent finalement de permettre aux patients d'avancer dans les meilleures conditions possibles. Merci. Dernière question. Bonjour, Pierre Hadard. Récemment,
médecin généraliste remplaçant. Pour ma part, je n'ai pas de présentation à faire au micro, mais une toute petite question. Monsieur De Mattéis a cité, il me semble, 90% de patients qui n'arrêtent pas seuls, et Madame Kinouani a parlé de patients qui arrêtent plus souvent seuls, mais je pense que c'est des notions un peu différentes que vous avez évoquées chacun, donc c'était pour faire la part des choses. Bien. Réponse. C'est comme l'histoire des prévalences dont on a essayé d'éclaircir tout à l'heure l'interprétation. C'est pas du tout la même population. En population générale, en dehors de nos cabinets de médecine générale, de la consultation d'un tabacologue, de la consultation d'un pneumologue, dans la rue, vous allez dans la rue, mais la majorité des gens arrêtent sans nous en parler, sans nous demander notre avis, comme pour l'alcool. Voilà. Si vous rentrez... Il y a actuellement 400 000 à 500 000 personnes chaque année qui sont capables d'arrêter pendant au moins 1 an. Sans doute. Bien, écoutez, nous allons remercier les intervenants et le public.